Aujourd'hui, les Spatial Transformer Networks. Les Spatial Transformer Networks ont été développés par les laboratoires DeepMinds de Google et l'objectif de ces Spatial Transformer Networks, c'est d'améliorer l'invariance spatiale des réseaux à des transformations géométriques comme la translation, la rotation, l'échelle, la déformation élastique et ainsi de suite. Et comment on va faire ça? C'est à l'aide d'un petit module qui est ajustable, donc qui est learnable, qui va venir manipuler explicitement les données présentes dans le domaine spatial, là, dans les feature maps. Par exemple, ici, vous avez un jeu de données qui correspond à MNIST qui a été déformé. Donc, c'est plus des images de 28 par 28, mais genre 60 par 60. Et on a placé de manière un peu aléatoire des chiffres du dataset original, en plus de rajouter ce qu'on appelle en anglais du clutter, donc de l'embarrage. Et l'objectif donc de notre Spatial Transformer Network, c'est de venir trouver c'est quoi, dans le fond, la région dans l'image qu'on doit, qu'on doit porter attention, donc faire, si vous voulez, une espèce de focus. Et c'est via une transformation géométrique qu'on va faire ça, trouver cette région-là. Et après ça, donc, on va obtenir une nouvelle image qui est, si vous voulez, le zoom, là, qui correspond donc au contenu de la boîte ici. Donc, vous voyez ici le contenu de la boîte qui a été transposé ici. Et maintenant que j'ai ces nouvelles images-là qui ont été transformées, remarquez comment elles sont plus faciles maintenant à interpréter. C'est là qu'on va placer après ça, donc en aval, un autre réseau qui, lui, va faire la classification des chiffres. Donc, le réseau naval n'a plus besoin de trouver le chiffre un peu partout dans l'image en tenant compte d'une variété de transformations géométriques possibles. C'est plutôt le STN qui va trouver tout d'abord la région dans l'image où porter l'attention et par la suite, un autre réseau en aval va venir faire la classification. Ce réseau STN-là, ce module STN est pleinement différenciable, donc ça va permettre de faire l'apprentissage end-to-end. Aussi, c'est un module qui peut être inséré, c'est un module qui est complètement confiné, donc autonome. On peut venir l'insérer un peu partout dans une architecture préexistante. Ça fait un peu penser à ce qu'on avait vu pour les Squeeze and Excite Network, donc un petit module qu'on peut venir intercaler entre deux couches. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir la vérité terrain sur la position de l'objet qu'on cherche à classifier dans l'image. Le réseau va la trouver lui-même, puisque dans le fond, avec l'entraînement end-to-end, le réseau va trouver c'est quoi, le module STN va trouver c'est quoi ses paramètres internes qui permettent, dans le fond, d'accomplir la tâche, qui est ici de classifier des nombres, par exemple. C'est un article aussi qui est très populaire, donc une technique qui a reçu plus de 2700 citations en date d'hier. Donc, je vous dirais, c'est quelque chose qui a fait vraiment un certain impact sur la littérature. C'est aussi une façon en douce pour vous de voir un peu c'est quoi l'attention, le concept d'attention pour les images. Il existe de nombreuses applications pour ces STN, les Spatial Transfer Network. Premièrement, la classification d'images en présence de fortes distorsions. Aussi, une façon de faire de l'attention spatiale, donc de focaliser sur des petites parties de l'image, ce qui va nous permettre d'augmenter l'efficacité computationnelle, comme je le disais, au lieu d'avoir un réseau qui doit à la fois trouver où se trouve l'objet d'intérêt dans l'image et ensuite faire la classification, ben, avoir le petit réseau STN qui va chercher dans l'image et par la suite, en aval, un autre réseau qui, lui, va accomplir la tâche finale de classification. Aussi, ça va permettre de colocaliser plusieurs instances du même objet dans une image. Le Spatial Transformer Network va appliquer une transformation spatiale directement sur les feature maps lors du forward pass. Et c'est important ici de comprendre, on ne va pas manipuler, on ne va pas rebalancer les canaux comme dans le Squeeze and Excite Network. C'est vraiment, on va traiter le feature map comme étant une image possédant beaucoup de canaux. Et après ça, on va venir prendre une partie de ce feature map-là et venir le réajuster pour centrer l'objet d'intérêt dans le centre du nouveau feature map. C'est important, on ne va pas venir jouer avec les filtres ici. C'est vraiment avec le feature map qu'on vient travailler. Le fait le Spatial Transformer Network soit modulaire, ça veut dire qu'on peut l'insérer à plusieurs endroits. On peut donc l'insérer à plusieurs couches, donc entre la couche 7 et 8, par exemple, et la couche 12 et 13, la couche 25 et 26. C'est possible aussi de mettre plusieurs STN en parallèle. Ce que ça va faire, si vous voulez, ça va être comme si on avait plusieurs têtes qui cherchaient plusieurs
plusieurs exemples, plusieurs instances d'un objet ou, par exemple, dans le cas qu'on va voir vers la fin, là, pour la classification des oiseaux, ben, ça va faire des, si vous voulez, des têtes STN qui vont se spécialiser pour certaines parties, par exemple la tête ou le corps ou les ailes de l'oiseau. Important. Le fait que le module STN soit pleinement différenciable, ben, dès qu'on l'insère dans le réseau, il va faire partie du graphe de calcul. Et ce que ça signifie donc, c'est que les paramètres internes du module STN vont être ajustés via la backprop pour accomplir la tâche finale, par exemple une tâche de classification. Et encore là, vu que le fait que ce soit un module complètement autonome, ben, on peut l'insérer à peu près dans n'importe quelle architecture. On voit ici une vue d'ensemble du STN. Donc, le STN, c'est la partie ici. Donc, vous voyez, c'est ce bloc-là, quand je parle de que c'est un module autonome, là, c'est vraiment un bloc que je peux venir intercaler entre en deux couches. Et ici, le tenseur V, c'est le feature map U, mais qui a été transformé via le Spatial Transformer. Donc, si on regarde la première partie du Spatial Transformer, c'est ce qu'on appelle le Localization Network, la partie ici en bleu. Donc, l'entrée du Localization Network, ça va être quoi? Ça va être le feature map U, donc le feature map pour lequel on veut localiser la partie intéressante dans l'image pour accomplir la tâche. Et ce feature map-là va rentrer dans un petit réseau. Ce n'est pas un réseau très, très gros. En général, ça peut être quelques couches. Peut-être qu'on peut mettre beaucoup plus de couches si le problème est difficile. Mais donc, c'est un réseau ici. Donc, dans le fond, l'objectif du réseau, c'est de faire de la régression. Et les régressions, ça va être pourquoi? Ça va être pour calculer les paramètres θ qui vont faire la transformation géométrique à appliquer sur le feature map U pour générer un nouveau feature map V. Quel genre de transformation spatiale ou quel genre de paramètres on peut avoir? Ça peut être des transformations affines. Par exemple, pour une transformation affine, θ serait 6 paramètres. Donc, j'aurais 6 têtes à mon réseau Localization Net pour faire donc 6 régressions de chiffres. Important aussi, le paramètre de déformation θ va donc dépendre de l'entrée U, le tenseur d'entrée. Détail aussi, les paramètres θ pourront être utilisés, si on le souhaite, pour améliorer de l'information ou par exemple retourner l'information sur la pose d'un objet, puisque dans le fond, θ sert vraiment à venir localiser un objet dans le feature map. Si on regarde ici, le code de PyTorch pour un Localization Network, à tout le moins la version qu'ils ont mis, eux, dans leur article. Donc, vous voyez ici convolution 2D, max pool, relu, convolution 2D, max pool, relu. Pour la partie un régresseur plus fully connected, bon, ça va être des couches linéaires, relu linéaires. Donc, vous voyez ici, très, très simple. Et rien ne nous empêche de mettre un réseau plus complexe. Par exemple, nous, on a fait des travaux en saisie d'objets et on a utilisé comme réseau pour faire la régression sur les paramètres θ un ResNet 18 parce qu'on avait des images relativement complexes et on voulait trouver des points de prise. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre à peu près n'importe quelle architecture ici dans le Localization Network pour faire la régression des paramètres. C'est vraiment dépendant du problème que vous voulez résoudre. Si on regarde maintenant plus en détail la déformation des feature maps, donc on va utiliser ce qu'on appelle un grid generator, la partie ici en vert, donc qui va prendre les paramètres θ qui correspondent à la déformation appliquée au feature map U, au tenseur U, pour obtenir le feature map V. Donc, c'est les paramètres ici, comme je dis, c'est les paramètres de formation. Et cette approche-là est très similaire à ce qu'on fait dans les jeux vidéo, ce qu'on appelle du texture mapping. Donc, ce qu'on va avoir, c'est par exemple, si j'ai une identité, ben, dans le fond, je vais échantillonner. Vous voyez les petits points verts ici. Ça, c'est échantillonner le feature map U. Et dans le fond, le point V ici correspond à la valeur de l'échantillon ici. Donc, quand c'est unité, dans le fond, on fait juste transmettre l'information d'entrée directement en sortie. Donc, le sampler, ce qu'on appelle ici le sampler, là, il va prendre le U, il va directement sortir V puisque la transformation est de 1 à 1. Bon, ce ne sera pas très intéressant d'avoir des transformations de type identitaire. Un exemple ici d'une rotation et aussi probablement un petit peu de scaling. Donc, vous voyez ici, le point en sortie V va correspondre dans le fond à une interpolation du feature map U à l'endroit ici. Le point ici va correspondre à une interpolation du feature map U
dans cette région ici, le point ici à cette région, et ainsi de suite. Et on va faire un échantillonnage en grille de sorte à être capable de venir reprojeter hein, le mapping, donc de reprojeter le 9 ici dans une nouvelle grille ici. Donc, vous voyez comment le 9 était redressé à l'aide de ce sampling-là ici. Et la grille ici de sampling, dans le fond, comment est-ce qu'on fait pour la calculer? Bien, ça part à partir des paramètres θ ici qui ont été calculés par le Localization Network. Si on a des transformations affines, donc des transformations qui vont admettre un nombre d'opérations. Donc, vous avez ici un exemple de transformation là, avec 6 paramètres. Donc, vous avez les paramètres dans la matrice ici. Vous avez les points X et Y. Le 1 ici, bon, pour ceux qui ont fait des cours de vision numérique ou le cours de robotique mobile, ça, dans le fond, c'est l'équivalent de coordonnées homogènes. Et ici, donc, dans le fond, c'est une transformation qui va admettre une matrice qui va admettre des transformations euh, de type translation, rotation, échelle et skew, donc cisaillement, pour obtenir, dans le fond, des nouvelles valeurs d'intensité de pixels en sortie. Si on conserve seulement, dans le fond, un nombre limité de paramètres, par exemple ici, une échelle qui pourrait être fixe, par exemple 50%, et TX et TY, dans le fond, ce qu'on demande maintenant à notre Spatial Transformation Network, c'est de trouver, dans le fond, des boîtes carrées dans l'image d'origine, qui correspondent à 50% de la taille d'entrée, et dans le fond, de trouver c'est quoi les offsets de cette boîte-là, pour venir, dans le fond, faire une rognure, un crop du feature map d'origine. Donc, en bout de ligne, tant qu'on peut exprimer une transformation géométrique de façon différenciable, on peut, dans le fond, l'insérer ici, donc dans le Grid Generator, et via la backprop, dans le fond, on va être capable de venir trouver les paramètres ici du Localization Network qui vont nous permettre d'accomplir la tâche, en se rappelant, dans le fond, que la perte vient de la tâche qui vient d'en haut ici. Encore ici, un exemple de transformation. Donc, on voit très bien donc, comment j'ai pris une grille régulière ici de points où je vais venir échantillonner le feature map. Bien entendu, ces petits points-là ne vont pas arriver exactement sur une entrée, si vous voulez, l'équivalent d'un pixel du feature map qui correspond au tenseur U. Donc, il va falloir faire un petit peu d'interpolation. Bon, ça, je vais sauter ça ici, là. Donc, le noyau pour l'interpolation, vous le voyez ici, c'est un noyau bilinéaire. Donc, par exemple, si le point ici correspondrait à la coordonnée 5,8, dans le fond, ce que je vais faire, je vais prendre l'équivalent d'à peu près, ce serait à peu près 0,4 fois la valeur à la position 5, plus euh, 0,6 fois la valeur du feature map à la position 6 et rien ailleurs. Donc, vous voyez ici, je fais une interpolation linéaire. C'est pour ça qu'on a un effet de flou qui va arriver, puisqu'on va faire donc de l'interpolation dans mon feature map. Je n'ai pas le choix de faire ça parce que dans le fond, comme je vous dis, les petits points ici pour le sampling ne vont pas arriver exactement à une case du feature map en U. Encore là, c'est important de le rappeler. Ce noyau-là bilinéaire, pardon, il est pleinement différenciable. Donc, on conserve la pleine différenciabilité de toutes les opérations dans le STN. Ce qui fait qu'on va être capable d'apprendre, euh, dans le fond, notre réseau de façon end-to-end. Ici, dans une vidéo, vous pouvez voir les transformations géométriques, ces transformations-là qui sont montrées avec les petits carrés ici. Donc, le carré, le rectangle ici, pas le rectangle, mais le polygone, voilà. Le polygone correspond dans le fond, au grid, à la grille d'échantillonnage qui est calculée par le petit réseau le Location Network pour être capable de retrouver
dans le fond, dans l'image, la partie intéressante. Et on le voit que si on est capable d'arriver quand même à un recentrage quand même assez stable des chiffres. Dans la version ici, il utilise ce qu'on appelle un thin plate spline, qui est dans le fond un échantillonnage, disons, c'est une plaque déformante ici qui va servir à donc beaucoup plus de paramètres, là, mais qui va être capable de supporter des déformations qui sont plus complexes sur le feature map original. Les expérimentations qui ont été faites dans le papier sont faites sur 3 différents datasets. Le premier, c'est sur les MNIST déformés avec l'ajout aussi de clutter. Ils ont fait aussi des tests sur un jeu de données qui s'appelle le Street View House Numbers, qui essentiellement, ce sont les numéros d'adresse civique près des portes des maisons. Et ces numéros-là ont été récupérés dans le jeu de données Google Street View. Ça représente donc des images naturelles prises dans des conditions d'illumination qui sont parfois mauvaises et aussi une extrêmement grande variété de types de chiffres, vu que les gens utilisent, disons, de façon très créative, différentes polices de caractères pour décorer la maison de leur adresse civique. Et finalement, ils ont fait des tests sur la classification fine d'oiseaux via le test jeu de données COP 200 que vous connaissez puisque vous l'utilisez dans votre TP numéro 3. Et on le voit ici en bas, là, ils vont utiliser soit deux Spatial Transformer Network en parallèle pour avoir deux régions d'attention ou quatre. Donc, vous voyez ici les quatre carrés qui correspondent aux quatre zones qui sont observées par le Spatial Transformer Network. Pour les tests qui ont été faits sur le jeu de données MNIST déformé, ils ont donc fait le type de déformation suivante, soit des rotations mises à l'échelle et translation, ou soit ce qu'on appelle les déformations élastiques. Ils vont être représentés dans les états suivantes par les lettres R, RTS et E. Et les réseaux qu'ils ont utilisés pour faire les tests. Dans le baseline, ils ont utilisé un réseau CNN ou un Fully Connected pour faire la classification de MNIST. C'est quelque chose qui est classique quand vous l'avez fait vous-même, des réseaux Fully Connected et CNN pour MNIST. Et les nouvelles architectures qu'ils ont développées, donc STN-CNN, c'est l'ajout d'un STN à l'intérieur de un ou plusieurs STN dans un réseau CNN et STN avec Fully Connected, c'est la deuxième approche qu'ils ont faite. L'entraînement est un entraînement standard, donc par backprop, stochastic gradient descent avec un horaire d'entraînement avec un learning rate et la classification finale est faite avec une entropie croisée multinomiale. Vous avez ici à votre droite des exemples de ce qui est montré à l'entrée, des transformations qui sont prédites et la sortie du STN qui par la suite est passée au réseau de classification. Donc, vous voyez ici, ça c'est pour un réseau STN qui va supporter la transformation thin plate spline, donc il peut faire des transformations assez complexes au niveau de la géométrie. Alors qu'ici, c'est pour un STN qui va supporter des transformations beaucoup plus simples. Donc, on voit ici le carré qui représente, dans le fond, l'échantillonnage de la grille. Dans tous les cas, on voit qu'on est capable de retrouver une version, disons, un chiffre MNIST dans sa pose plus canonique, donc où le chiffre est bien orienté et relativement au centre de l'image. Donc, c'est quelque chose qui est plus facile à classifier. Si on regarde au niveau des résultats des taux d'erreur, ils ont utilisé pour les CNN, donc 2 couches de max pool pour quand même rajouter un peu d'invariance au spatial. Les types de transformations spatiales supportés par les STN, ils avaient donc 3 types de STN, donc soit des transformations affines, projection et TPS. TPS étant le Thin Plate Spline, donc la version ici qui est beaucoup plus flexible, disons. Si on regarde donc lorsque la classification le réseau qui faisait la classification est un réseau FCN, donc vous voyez les résultats ici. Donc ST, les versions qui contiennent un Spatial Transformer battent toutes les versions standards d'un réseau fully connected. Si les valeurs ici sont plus élevées que ce que vous êtes habitué de voir pour MNIST, rappelez-vous que ici c'est MNIST qui contient des déformations. Donc, c'est un jeu de données qui est plus difficile que le jeu de données MNIST standard. Le même comportement aussi se voit pour le réseau de classification de type CNN. Encore là, vous voyez comment le CNN augmenté d'un Spatial Transformer Network arrive à avoir des résultats qui sont
nettement inférieur en termes de taux d'erreur par rapport au CNN standard. Donc, le fait que cette architecture-là, STN, fonctionne bien soit avec des fully connected, soit avec des CNN, indique que c'est une solution qui est quand même intéressante. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le fait que l'article ait obtenu 2700 citations. Sur les grandes images pour lesquelles il y a eu des grandes translations, rotations et présence significative de clutter, eh bien, STN surpasse les approches classiques. Vous voyez ici un exemple d'image, donc le chiffre est6 ici qui est le chiffre MNIST original. Il y aura ajouté des petits bouts de chiffres ici, ça et là. Et on voit que le STN a réussi à retrouver la région intéressante dans l'image. Et cette région-là, comme je vous le dis, elle est passée par le tuto classificateur qui a réussi à identifier, par exemple ici, la valeur 6. On voit donc que les versions ST, donc Spatial Transformer, réussissent nettement à surpasser les approches classiques qui sont soit un réseau pleinement connecté ou un réseau CNN qui, eux, vont analyser l'image au complet. Maintenant, pour un test sur Street View House Number, ça, c'est un jeu de données de 200 000 images dans lequel il faut trouver les numéros de l'adresse civique d'une maison. Donc, c'est des images qui ont été prises à l'aide d'une voiture là, de Google qui se promenait en ville pour récupérer des images. Et donc, ça va être quand même assez difficile puisqu'il va falloir identifier de 1 à 5 chiffres. Et ces chiffres-là utilisent donc des polices de caractères différentes vu que c'est les choix que les gens ont fait lorsqu'ils ont fait ça sur leur maison. Aussi, il va y avoir des problèmes d'illumination, perspective, et ainsi de suite. Donc, il va y avoir une grande variabilité dans l'échelle, dans l'apparence, dans la disposition spatiale des différents chiffres. Le baseline, ce que ça va être un réseau CNN à 11 couches, avec à la tête, ils vont placer 5 softmax, donc un softmax par chiffre. Il y a jusqu'à 5 chiffres dans l'adresse civique. Il va aussi avoir un caractère spécial, le null, qui va indiquer dans le fond qu'il n'y a plus de chiffres à partir de cette position-là. C'est aussi un début ici de forme de ce qu'on appelle la détection, donc on va voir la semaine prochaine. Donc, cette idée que dans une image, je dois être capable de retrouver les différentes classes sans a priori sur la position. Ici, donc, je vais être capable de détecter jusqu'à 5 chiffres dans une image, mais le nombre de chiffres, il est variable. Et ici, j'utilise le caractère spécial null pour indiquer qu'on a terminé de faire la détection. La première version de réseau basée sur les STN, ça va être la version Z-Single ici. Ce qu'ils vont faire, c'est rajouter un seul réseau Spatial Transformer Network en amont pour venir, dans le fond, prendre l'image originale, faire une transformation géométrique pour après ça venir la donner au réseau CNN, donc dans l'espoir que le STN ici trouve une orientation plus, disons, facile pour retrouver pour détecter les 5 jusqu'à 5 chiffres dans l'image. Le STN dans cette version-là va utiliser un réseau CNN à 4 couches, donc c'est un tout petit réseau. C'est le réseau, lui, qui, je le rappelle, va calculer les paramètres θ qui vont servir à faire la transformation géométrique. La version multi, en fond, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un Spatial Transformer Network qui va feeder, dans le fond, une image transformée à un réseau de convolution, qui lui-même le transmet à un STN, et ainsi de suite. Donc, on voit ici un intercalage de STN et de couches convolution, ce qui permet donc de répartir la transformation géométrique à plusieurs niveaux. Aussi à l'intérieur, le Localization Network va utiliser un petit réseau fully connected à 2 couches avec 32 unités cachées. Ici, on voit les résultats de l'application du STN sur le dataset SVHN. Et clairement, on peut voir que l'approche Spatial Transformer Network vient réussir à battre les autres approches dites classiques. Le CNN ici, c'est le baseline qu'on a montré à la étape précédente. Vous voyez ici un exemple de transformation géométrique. Le carré ici, ça représente les paramètres de transformation géométrique qui vont être appliqués sur le feature map et on voit donc la transformation d'une image ici, l'image transformée. Donc, vous voyez comment les chiffres maintenant sont, si vous voulez, placés dans une direction et un angle canonique qui permet de faciliter la tâche de classification.
L'approche DRAM, j'en parle pas plus, autrement elle demande d'avoir plusieurs passes dans le réseau, alors que l'approche STN, elle, il y a une seule passe, un seul forward pass qui est fait à partir de l'image originale. Et ça fait que c'est une technique qui est donc très efficace. La version ST-CNN rajoute seulement 6% de plus de temps de calcul. Pourquoi si peu de temps de calcul? Ben, le réseau à l'intérieur du STN, donc le Localization Network, c'est un réseau qui n'est pas très, très gros, donc demande très peu de temps de calcul. Et la transformation géométrique, elle aussi, elle est très rapide à faire. Autre série de tests qu'ils ont fait avec le STN, c'est sur le jeu de données Bird CUB, un jeu de données que vous êtes familier. C'est un jeu de données qui est spécialisé pour la classification fine. C'est donc des images d'oiseaux, mais il va y avoir donc 200 espèces d'oiseaux qu'on va essayer de classifier dans ces images-là. C'est un jeu de données aussi qui est, disons, avant de l'époque du Deep, donc c'est un jeu de données qui est relativement petit. 6000 images d'entraînement et 5800 images en test. Ça va rendre d'ailleurs la tâche un peu plus difficile pour un réseau de neurones profond. Les approches qu'ils vont tester ici, c'est une approche en parallèle. Donc, c'est comme si j'allais avoir plusieurs réseaux, plusieurs têtes qui allaient regarder des sections de l'image pour être capable d'améliorer la classification. Important dans le jeu de données CUB, la seule étiquette qu'on a, c'est la classe, donc l'espèce de l'oiseau. On n'a pas d'indication sur la position de l'oiseau dans l'image. Donc, je ne peux pas utiliser cette information-là, vu qu'elle n'est pas présente, pour entraîner le, le Spatial Transformer Network. C'est lui-même qui va réussir à trouver dans l'image c'est quoi les parties pertinentes pour la classification. Le baseline utilisé, quelque chose de très, très simple. Inception avec batch norm, pré-entraîné sur ImageNet, avec un fine-tuning sur CUB. Et à l'époque, en 2015, ils avaient obtenu donc un état de l'art de 82,3% avec ce baseline-là. Ils ont testé deux architectures parallèles sur le jeu de données. Une architecture avec deux réseaux Spatial Transformer en parallèle et une autre approche avec quatre réseaux en parallèle. Et les transformations géométriques sont limitées à des transformations de type attention. Ce que ça veut dire, c'est les seuls paramètres qui sont ajustables, ça va être des paramètres de translation TX et TY. Le paramètre d'échelle S, lui, il est fixé à 0,5. Donc, on va chercher ce qu'on appelle les bounding box dans l'image, qui sont la moitié de la taille de l'image d'entrée. Vous les voyez ici d'ailleurs illustrés en bas, un bounding box en rouge, un bounding box en vert. On voit ici un peu plus en détail l'architecture STN. À la base, donc, vous allez avoir ici l'image en 448 par 448, donc une image plus à haute résolution. Par la suite, on a ici donc les images qui ont été les sous-images qui correspondent à la moitié de l'image originale. C'est ce que le STN va venir rechercher. Là, ici, c'est le cas pour deux STN en parallèle. À la sortie complètement, je vais avoir un softmax avec 200 sorties qui va correspondre aux 200 différentes classes. Et je vais avoir aussi un réseau ici qui va, dans le fond, calculer des features intéressants pour retrouver les différentes parties dans l'image. Donc, ce qui va venir entrer dans les STN. Vous avez le STN numéro 1 ici, le STN numéro 2. Et cette partie-là du réseau, on appelle ça un backbone. C'est très commun pour des approches, par exemple, de détection, classification. Tous les paramètres ici de ce backbone-là vont être partagés par les deux STN. Vous avez ici le genre de backbone, là, une espèce de réseau Inception avec différentes couches pleinement connectées. Chaque STN va venir se spécialiser à trouver des parties dans l'image. Donc, vous avez ici donc, les paramètres qui ont été trouvés par le STN, calcul, la transformation géométrique et l'opération ici, le petit cercle avec le X. Dans le fond, c'est pour faire le crop, l'opération de crop. Donc, on voit ici, j'ai obtenu une crop pour cette image-là ici. Le deuxième STN, lui, a trouvé par exemple une crop qui correspond à cette partie-là ici de l'image. Et chaque crop individuellement est fourni à un réseau Inception. Et ensuite, on va venir faire une concaténation. Et après ça, avec un réseau pleinement connecté, venir calculer les softmax pour faire la classification. Au niveau des résultats, eh bien, sans grande surprise, si l'article a été publié, c'est parce que ça fonctionnait relativement bien. On voit donc les approches classiques ici. Et en bas ici, c'est les approches avec deux ou quatre STN en parallèle. Et ce qu'on voit, bon, clairement, l'approche avec 4, elle dépasse d'environ presque 2% le baseline. C'est quand même intéressant comme gain à l'époque.
Ce qui est plus intéressant, je pense, c'est de voir la spécialisation des différentes têtes, des 4 têtes de STN. On voit, par exemple, pour la situation avec 2 STN, le STN qui fournit les bounding box en rouge, voyez comment il semble s'être spécialisé à trouver la tête des oiseaux. La tête d'un oiseau contient quand même beaucoup d'informations au niveau de son espèce. Hein, c'est important de les retrouver. Même chose pour la STN avec 4 têtes. Voyez comment le bounding box en bleu, donc le STN en bleu, correspondant au bounding box en bleu, ben, lui aussi s'est spécialisé pour la traite des oiseaux. Si je reviens au code 2, STN en parallèle, voyez-le comme le deuxième, lui semble s'être plus spécialisé vers le corps de l'oiseau. Et encore là, je le répète, on n'a pas d'informations sur la forme de l'oiseau ni la position de l'oiseau dans le ground truth. On a vraiment juste ce qu'on appelle un weak label, la classe et c'est tout dans l'image. Donc, c'est quand même assez extraordinaire que le réseau réussit à se spécialiser pour ces deux. En conclusion, donc, le STN, c'est un module qui est confiné et qui est pleinement différenciable. Donc, ça veut dire qu'on va être capable d'ajuster, le système va ajuster les paramètres d'extraction de géométrie en fonction de la tâche à appliquer, donc des erreurs sur la tâche. Vu que c'est un module qui est complètement confiné, donc je peux l'ajouter facilement à d'autres architectures déjà existantes. Et l'objectif donc du STN, c'est de faire une transformation spatiale explicite sur les feature maps. Et comme je le disais, vu que c'est pleinement différentiel, bon, on est capable de faire l'apprentissage end-to-end, donc à partir de la perte sur la tâche, retrouver, dans le fond, le gradient va venir se propager dans le STN pour être capable de modifier les paramètres du Localization Network pour améliorer la tâche. C'est intéressant aussi de noter que je n'ai pas besoin de rajouter des termes supplémentaires dans la fonction de perte, ça se fait naturellement. Et finalement, ben, mon STN peut me fournir des informations complémentaires, supplémentaires, par exemple la transformation θ, si je voulais l'utiliser pour faire du traitement supplémentaire ou fournir de l'information à un utilisateur du réseau, ben, je pourrais le faire. θ correspond ici, par exemple, sur le cas du jeu de données de CEB, ça correspondrait à la position de l'oiseau dans l'image. Donc, c'est quelque chose quand même qui peut être intéressant à exploiter. Finalement, aussi, je voudrais rappeler, c'est un article qui a été cité 2700 fois, donc clairement, c'est un article qui a eu beaucoup d'impact dans la communauté. Alors, je vous remercie. Ça termine le module sur les STN.